La carne, il corpo ha una data di scadenza, lo spirito no. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences, là où les légendes ôtent enfin leur masque pour murmurer leurs vérités les plus douloureuses. Regardez attentivement ce visage que vous connaissez tous. À 74 ans, Romina Power conserve cette beauté aristocratique héritée de son père, le grand Tyrone Power, mais ses yeux racontent une histoire bien différente de celle que les magazines sur papier glacé ont vendue à l'Europe entière pendant des décennies. Pour des millions de Français, elle reste figée dans une image d'Épinal, celle de la jeune femme rayonnante qui chantait la Felicita aux côtés d'Albano, incarnant l'idéal absolu du bonheur conjugal. Mais aujourd'hui, loin des projecteurs aveuglants de la télévision italienne, exilée dans la lumière crue du désert californien de Palm Springs, Romina a décidé de briser les chaînes du silence. Alors que le monde entier, les tribunaux et même son ancien époux ont accepté de tourner la page, Romina Power fait aujourd'hui l'aveu le plus bouleversant de sa vie. Elle admet, contre toute raison et contre l'avis des juges, qu'elle n'a jamais cru au certificat de décès officiel de sa fille. C'est un refus obstiné, presque sauvage, qui l'a isolée du reste de son clan. Là où d'autres voient un deuil impossible à faire, elle voit une trahison. Elle pointe aujourd'hui du doigt ceux qu'elle considère comme les véritables coupables de son malheur, une industrie du spectacle qui a dévoré l'innocence de son enfant, un système judiciaire américain indifférent qui a trop vite conclu au suicide, et surtout ces ombres malveillantes qui rôdaient dans les rues de la Nouvelle-Orléans en ce mois de janvier 1994. Comment l'icône de la joie de vivre a-t-elle pu se transformer en cette mère courageuse mais brisée qui garde encore une chambre intacte pour une enfant disparue il y a 30 ans, qui a véritablement volé les rêves de Romina Power et transformé son conte de fées en une tragédie grecque moderne? À l'aube de ses 75 ans, elle ne cherche plus à protéger les apparences. Elle est prête à nommer ses fantômes et à nous raconter comment, nuit après nuit, elle continue de livrer bataille contre l'oubli. Mais pour comprendre la profondeur de cet abîme et la violence de cette révélation tardive, nous devons remonter le temps à une époque où le soleil semblait briller éternellement sur le couple le plus célèbre d'Europe. Pour comprendre la tragédie qui allait suivre, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse du piédestal sur lequel le monde avait placé Romina Power. Son histoire ne commence pas en Italie, mais sous le soleil impitoyable de Los Angeles. Fille de Tyrone Power, l'une des plus grandes légendes d'Hollywood, et de l'actrice Linda Christian, Romina portait en elle, dès sa naissance, le sceau du destin. Mais ce glamour apparent cachait une blessure primitive, la mort brutale de son père, foudroyé par une crise cardiaque sur un plateau de tournage alors qu'elle n'avait que 7 ans. Cette perte a creusé en elle un vide immense, une soif d'amour et de stabilité familiale qui allait guider tous ses choix futurs. C'est cette quête éperdue d'un foyer qui l'a menée à l'âge de 16 ans sur le tournage du film Nel Sol en Italie, où elle a rencontré l'homme qui allait changer sa vie, Albano Carisi. La rencontre entre Romina et Albano n'était pas seulement un coup de foudre, c'était le choc tectonique de deux mondes opposés. D'un côté, la princesse mélancolique de la jet-set internationale, éduquée au Mexique et en Angleterre. De l'autre, le fils de paysan dépouille, un homme brut attaché à sa terre de Celino, San Marco, dont la voix puissante semblait porter toute la douleur et la fierté du sud de l'Italie, contre l'avis de leurs familles respectives qui voyaient d'un mauvais œil cette alliance improbable. Ils se sont mariés, créant ainsi le mythe fondateur de leur légende. Ce contraste, cette belle et la bête des temps modernes, a fasciné l'Europe entière. Ils incarnaient la preuve vivante que l'amour pouvait triompher des classes sociales et des frontières culturelles. Dans la France des années 70 et 80, leur popularité était tout simplement phénoménale. Ils n'étaient pas de simples chanteurs, ils étaient des membres honoraires de chaque famille française. Qui ne se souvient pas de leurs apparitions régulières sur le canapé rouge de Michel Drucker dans Champs-Élysées? Chaque samedi soir, leur présence était un rituel. Lorsqu'ils entonnaient Charazane, Sisara ou l'hymne intergénérationnel Felicita, ce n'était pas seulement de la musique de variété, c'était un remède contre la morosité, une injection de soleil méditerranéen dans la grisaille quotidienne. Ils ont vendu des millions de disques, traduisant leur succès en espagnol et en français, conquérant les hit-parades de Paris à Moscou.
Le public français, particulièrement sentimental, voyait en eux l'archétype du bonheur absolu. Romina, avec ses longs cheveux bruns et ses robes bohèmes, est devenue une icône de mode et de douceur, la maman idéale que tout le monde rêvait d'avoir. Albano était le protecteur, le patriarche solide. Ensemble, ils ont construit un empire à Celino San Marco, une sorte de forteresse du bonheur où ils élevaient leurs 4 enfants loin de la folie des villes. Ilenia, leur fille aînée, est née dans cette lumière aveuglante, devenant immédiatement la princesse de ce royaume enchanté. Tout semblait parfait, trop parfait peut-être, car sous les sourires affichés lors des séances photos pour Paris Match ou Gente, sous l'apparente simplicité de leur vie à la campagne, la pression de maintenir cette image d'Épinal commençait à peser lourdement. Romina, l'artiste sensible qui aimait peindre et écrire, se retrouvait peu à peu enfermée dans ce rôle d'épouse modèle, soumise aux exigences d'une industrie qui ne tolérait aucune fausse note, ignorant que le plus grand drame de sa vie se préparait déjà en coulisses. Pourtant, l'ombre grandissait à mesure que la lumière des projecteurs devenait plus intense. Derrière les hauts murs de leur immense domaine viticole dans les Pouilles, la mélodie du bonheur commençait à sonner faux. Si le public ne voyait que les refrains joyeux et les couvertures de magazines, la réalité quotidienne était celle d'une pression constante, une cage dorée dont les barreaux se resserraient inéluctablement autour de cette famille idéale. Le succès a un prix, et dans la maison des Carisi, c'est la liberté qui a servi de monnaie d'échange. Romina, l'esprit libre, élevé entre le Mexique et les collines d'Hollywood, commençait à suffoquer sous les traditions rigides du sud de l'Italie et l'autorité parfois intransigeante d'Albano. L'homme qu'elle aimait n'était pas seulement un mari, c'était un patriarche à l'ancienne qui dirigeait sa famille comme on dirige une entreprise, persuadé que la discipline et les racines étaient les seuls remparts contre le chaos du monde. Mais la véritable victime de cette guerre sourde n'était ni le père ni la mère, mais l'aîné de la fratrie, Ilenia. Contrairement à ce que la presse voulait faire croire, Ilenia n'était pas une starlette en quête de gloire, c'était une intellectuelle brillante, étudiante au prestigieux King's College de Londres, une âme tourmentée qui préférait la poésie de Baudelaire aux paillettes de la télévision italienne. Elle détestait la célébrité, elle méprisait ce rôle de fille d'eux qui lui collait à la peau comme une seconde nature indésirable. Ses rêves étaient ailleurs. Elle voulait écrire des livres, voyager sac au dos, s'immerger dans la réalité crue du monde, peut-être même suivre les traces de Mère Teresa, loin, très loin des plateaux de tournage où on la forçait parfois à sourire. Les murs de Celino San Marco, censés être un refuge, sont devenus pour elle une prison de luxe. Les disputes éclataient souvent, violentes et passionnées. Albano, avec sa rudesse paysanne, ne comprenait pas cette soif d'évasion. Pour lui, offrir une vie de château à sa fille était le summum de l'amour. Romina, elle, voyait le danger. Elle reconnaissait dans le regard de sa fille sa propre soif de liberté. Mais elle se sentait impuissante, coincée entre son rôle d'épouse loyale et son instinct de mère. L'industrie du spectacle est une machine vorace. The show must go on. Il fallait continuer à chanter l'amour parfait alors même que le fossé se creusait dans le salon familial. C'est cette quête désespérée d'anonymat qui a poussé Ilenia à prendre des décisions radicales. Elle voulait effacer son nom, devenir une ombre parmi les ombres. Elle a d'abord fui vers l'Amérique du Sud, puis vers la Nouvelle-Orléans, attirée par le magnétisme de cette ville où personne ne savait qui étaient Albano et Romina Power. Elle cherchait à respirer, mais elle ignorait qu'en fuyant la lumière artificielle des projecteurs, elle courait droit vers les ténèbres. L'année 1993 touchait à sa fin, et avec elle, les derniers instants d'innocence d'une famille qui ne savait pas encore qu'elle vivait son dernier Noël au complet. Le piège était tendu, et la tragédie attendait son heure. Janvier 1994, le soleil de la Méditerranée semble n'être qu'un lointain souvenir alors que le destin de la famille Carisi sombre dans les brumes épaisses et inquiétantes de la Nouvelle-Orléans. C'est ici, dans cette ville américaine imprégnée de mysticisme vaudou et de jazz, que le cauchemar a pris forme. Ilenia, la princesse qui avait grandi dans des châteaux, avait choisi de poser ses valises au Ludale Hotel. Ce n'était pas un palace,
mais un établissement sordide, aux murs décrépits, fréquenté par des âmes errantes et des marginaux. Pourquoi une jeune femme aussi brillante avait-elle choisi cet endroit ? La réponse portait un nom qui hante encore les nuits blanches de Romina Power, Alexander Masekela. Masekela n'était pas un simple ami, c'était un musicien de rue de 54 ans, à la barbe grise et au regard impénétrable, qui exerçait sur Ilenia une fascination intellectuelle et spirituelle que ses parents ne comprenaient pas. Pour Romina, cet homme était un prédateur, un gourou obscur qui profitait de la vulnérabilité de sa fille pour l'isoler de sa famille. Le 1er janvier, un dernier appel téléphonique a eu lieu entre Ilenia et sa famille. Ce ne furent pas des vœux de bonne année, mais une conversation tendue, orageuse, marquée par l'incompréhension. Albano, inquiet et en colère, a mis sa fille en garde, ce furent les derniers mots qu'ils échangèrent. Après cela, le silence, un silence absolu, terrifiant, qui dure depuis 3 décennies. Lorsque la police de la Nouvelle-Orléans a enfin commencé l'enquête, elle a découvert que Masekela avait tenté d'utiliser les chèques de voyage d'Ilenia après sa disparition. Pourtant, faute de preuves directes d'un crime, il a été relâché. Pour Romina, cette décision fut une seconde violence, une preuve flagrante de l'indifférence du système judiciaire face à la disparition d'une étrangère. Mais le coup de grâce, celui qui allait briser le cœur d'Albano, est venu des eaux boueuses du Mississippi. Un gardien de nuit de l'aquarium, un certain Albert Cordova, s'est présenté aux autorités avec un témoignage glaçant. Il a raconté avoir vu une jeune femme blonde, correspondant en tout point à la description d'Ilenia, assise dangereusement sur le bord du quai. Selon ses dires, lorsqu'il lui a demandé de s'éloigner, elle l'a regardé avec une tristesse infinie et a prononcé cette phrase énigmatique « J'appartiens aux eaux ». Puis, sous les yeux impuissants du gardien, elle s'est laissée glisser dans le fleuve tumultueux. Les gardes-côtes ont dragué le Mississippi pendant des jours, hélicoptères et bateaux ont quadrillé la zone, mais le fleuve, gardien de tant de secrets, n'a jamais rendu de corps. C'est ici que la tragédie a pris une double dimension. Pour Albano, homme pragmatique et dévasté, le témoignage de Cordova était la vérité. Sa fille s'était ôté la vie, peut-être sous l'influence de drogues fournies par Masekela. Il a accepté la mort, mais pour Romina, c'était impossible. Son instinct de mère hurlait le contraire. Elle refusait de croire que sa fille, qui aimait tant la vie, ait pu s'abandonner au néant. Elle était persuadée qu'Ilenia avait fui ou qu'elle était retenue quelque part. Le Mississippi n'avait pas seulement englouti une jeune fille ce soir-là, il avait creusé un fossé infranchissable entre un père qui pleurait une morte et une mère qui cherchait une vivante. On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures ou qu'il finit par apporter l'oubli nécessaire à la survie, mais pour Romina Power, le temps n'a été qu'un long couloir silencieux où l'espoir et le désespoir se livrent un combat perpétuel. Le véritable point de rupture, celui qui a définitivement brisé le lien sacré qui l'unissait à Albano, n'est pas survenu le soir de la disparition, mais près de 20 ans plus tard. En 2013, fatigué d'attendre un miracle qui ne venait pas, Albano a pris la décision pragmatique de déposer une requête officielle auprès du tribunal de Brindisi pour faire déclarer la mort présumée d'Ilenia. Pour lui, c'était une nécessité administrative, une façon de clore un chapitre douloureux pour pouvoir peut-être reconstruire sa vie. Pour Romina, c'était un acte de trahison impardonnable. C'est face à cette sentence judiciaire, face à ce papier officiel qui prétendait effacer l'existence de sa fille de la surface de la Terre, que Romina Power a décidé de briser le silence. À 74 ans, avec une dignité qui force l'admiration, elle admet enfin ce que le monde entier considère comme une folie douce. Elle avoue qu'elle n'a jamais cessé d'attendre. Lors d'interviews bouleversantes qui ont secoué l'Italie, elle a déclaré la guerre à la fatalité. Je sais qu'elle est vivante, quelque part. Je le sens dans mes entrailles de mère et aucune loi, aucun juge, aucun acte de décès ne pourra me convaincre du contraire.
Cette révélation est allée bien au-delà d'une simple déclaration d'espoir. Romina a ouvert les portes de son intimité, révélant qu'elle a transformé une partie de sa vie en sanctuaire. Elle confesse qu'elle garde année après année des objets appartenant à Ilenia, qu'elle scrute les visages des femmes dans la foule lors de ses voyages, cherchant ce regard familier. Elle a quitté l'Italie, trop chargée de souvenirs et de jugements, pour trouver refuge dans la spiritualité bouddhiste et le calme du désert californien. Là-bas, loin du bruit médiatique, elle a construit une forteresse intérieure où Ilenia est toujours présente. Mais briser le silence, c'est aussi accuser. Romina ne pardonne pas, elle pointe du doigt l'incompétence et la hâte des enquêteurs de l'époque qui, selon elle, ont bâclé l'affaire pour ne pas ternir l'image touristique de la Nouvelle-Orléans. Elle revient inlassablement sur la figure d'Alexander Mazakela, cet homme qu'elle considère comme le véritable architecte du malheur de sa fille. Elle est persuadée qu'Ilenia n'est pas morte, mais qu'elle a été effacée, emmenée, peut-être forcée de changer d'identité et de vie. En refusant de signer cette fin de l'histoire, Romina Power accomplit un acte de résistance ultime. Elle accepte de passer pour une femme qui refuse la réalité, car pour elle, la seule réalité qui compte est celle du cœur. Elle a choisi la solitude de l'espoir plutôt que le confort du deuil partagé. C'est là sa tragédie, mais c'est aussi sa plus grande force, être la gardienne éternelle d'une flamme que le monde entier a voulu souffler. L'histoire de Romina Power dépasse de loin le cadre d'un simple fait divers ou d'une biographie de star. Elle résonne en chacun de nous car elle touche à l'universel, à cette peur primale de perdre ce que nous avons de plus cher. Pendant des années, nous avons consommé le bonheur du couple Albano et Romina comme un produit, une drogue douce télévisuelle. Nous avons exigé d'eux qu'ils soient parfaits, souriants, éternels. Mais nous sommes-nous jamais demandé quel était le coût humain de cette perfection? Le destin tragique de la famille Carisi agit comme un miroir brisé tendu à notre société du spectacle. Il nous force à poser cette question inconfortable. La gloire est-elle un monstre qui finit toujours par dévorer ses propres enfants? L'innocence d'Ilenia a-t-elle été sacrifiée sur l'autel de notre insatiable besoin de rêve? Aujourd'hui, la silhouette de Romina Power, solitaire mais digne dans le désert californien, nous offre une leçon de résilience bouleversante en refusant la clôture facile d'un dossier judiciaire, en s'opposant à la logique froide des institutions qui veulent classer les disparus dans des tiroirs poussiéreux. Elle accomplit un acte de résistance majeur, car elle nous rappelle que derrière chaque icône, il y a un être humain qui saigne. Sa voix qui s'élève pour dénoncer l'oubli est celle de toutes les mères qui attendent, de tous ceux qui refusent, que la bureaucratie ait le dernier mot sur l'amour. Son combat nous enseigne que la véritable fidélité ne consiste pas à accepter la fatalité, mais à maintenir la lumière allumée, même quand tout le monde crie à l'obscurité. Romina a choisi de vivre avec son fantôme plutôt que de mourir avec la vérité des autres. Peut-être qu'Ilenia ne reviendra jamais, ou peut-être marche-t-elle libre et anonyme dans une rue que nous ne connaissons pas. Mais grâce à l'obstination de sa mère, elle continue d'exister. Comme Romina l'a laissé entendre un jour, sa quête n'est pas une folie, c'est la forme la plus pure de l'amour maternel, celle qui défie le temps et la mort elle-même. Je ne cherche pas à ce que vous me compreniez, je cherche juste à ce qu'on ne l'efface pas. Aujourd'hui, sur Icônes et Silences, nous avons écouté, nous avons traversé le miroir des apparences pour toucher la vérité d'une femme. Et ce soir, quelque part entre l'Italie et l'Amérique, nous savons qu'une mère veille encore. Merci d'avoir partagé ce moment de vérité avec nous. N'oubliez pas, derrière chaque silence, il y a une histoire qui attend d'être racontée.